never die. Nerf this. Salut tout le monde, bienvenue dans Nerf This Podcast épisode 9, je suis Altiron et comme pour chaque émission, je suis avec mon fidèle allié, j'allais dire mon bras droit, mais non, puisque nous sommes tous les deux les bras de cette émission, je suis avec Stock Logo, salut Logo. Salut Alti, comment ça va? Ça va super et toi, je suis content de voir que tu as allumé ton micro cette fois-ci, bien joué. Oui, j'y ai pensé très fort. On progresse. Logo cette semaine et même pour cette émission du lundi qui est le débrief de la semaine précédente, on a un gros dossier. On a en l'occurrence, on va parler des équipes full coréennes qui ont retrouvé des couleurs. On va parler de l'équipe qu'on pense être la meilleure à l'ouest, donc en dessous de ces rosters coréens. Et on va étudier un petit peu les fuels qui sont retombés un peu dans leur travers. Ensuite, on aura le conseil de classe, on aura l'overtime. Vous connaissez la formule et c'est parti pour un nouveau podcast. Alors, on l'a dit un petit peu dans le sommaire, on va d'abord parler cette semaine des équipes coréennes. Donc, les équipes coréennes, vous les connaissez, ce sont les Seoul Dynasty, le New York Excelsior et les London Spitfire. Et ils sortent d'une énorme semaine puisqu'ils ont tous les trois gagné leurs deux matchs. Logo, on voulait en parler parce que on avait vu les Dynasty retomber un petit peu, avoir un petit coup de mou à la fin du Stage 1. On avait vu les Spitfire dominer les Excelsior 2 fois de suite et on se disait que les Excelsior étaient peut-être tombés dans une spirale un peu négative. Et finalement, ça marche alors que on attendait une nouvelle méta avec ce Stage 2. Finalement, ils ont gardé cette méta un peu dive en changeant une Ange en un Lucio et ils continuent de rouler sur les autres équipes. Oui, c'était quand même c'était une surprise dans le sens où, au moins pour Londres et New York, ils affrontaient deux équipes qui avaient déjà tombé des rosters coréens. Et la surprise, c'est non pas qu'ils aient gagné, mais qu'ils aient gagné aussi largement. Hein. La journée de samedi à dimanche a été vraiment fratricide pour les équipes western. Londres qui a gagné 4-0 face aux Fusions et New York qui a gagné 4-0 face je aux m'excuse Close. de te couper, mais fratricide, c'est pas quand ils se tuent entre frères Pardon ? Fratricide, c'est pas quand on se tue entre frères? Oui, peut-être. Ouais, donc là, ils sont pas trop... Bon, bref. Non, mais oui, effectivement, tu l'as dit, les 4-0 Outlaws, les 4-0 Fusions. Alors les Fusions, c'est une équipe qui est un peu plus inconstante, mais quand même, les Outlaws, on voyait le match plus serré. Moi, je l'ai dit, je trouve que cette nouvelle méta, finalement, n'a pas trop changé, et que du coup, c'est peut-être ça qui fait la force des Coréens qui restent très forts sur ce style de jeu. Toi, à ton avis, quels sont les éléments d'explication de cette dominance malgré tout? Cette méta n'a pas trop changé, oui et non. Il y a quand même un gros changement, à mon sens, c'est quand même la disparition de Mercy, qui est de Ange, qui est beaucoup plus rare. Et du coup, ce qui se passe, c'est que Lucio arrive beaucoup plus en jeu, et c'est un personnage avec un skill cap beaucoup plus différent. On distingue beaucoup mieux les gros joueurs de Lucio des joueurs un peu plus dans le rang. Et les meilleurs joueurs de Lucio sont coréens. Et ça joue énormément, je dirais déjà, dans la dive, dans l'exécution de la dive avec le speed boost de Lucio. On pense bien sûr à Toby, le support des Dynasty. Et c'est vrai que en fin de stage, on l'a un peu dit, les Dynasty étaient retombés un peu dans le creux de la vague. Maintenant, ils sont au top. Ils viennent de faire une semaine avec 2 victoires, je vais le retrouver, mais bon, des victoires avec la manière. Et c'est vrai que c'est 3-1 contre Dallas et 3-1 contre Gladiators, qui sont pas non plus des équipes de bas de tableau profond, quoi. C'est des équipes difficiles à manœuvrer normalement. Donc oui, c'est sûr que pour eux, c'est plus sympa d'avoir un Toby de retour. Malgré tout, voilà, ils n'ont pas tant changé leur style de jeu. Donc moi je suis, on n'est pas surpris parce qu'on sait que c'est les favoris, mais ça reste une surprise en un sens de les voir aussi dominants. Est-ce que toi t'es aussi dans cet état d'esprit? Est-ce que tu es surpris un peu ou pas du tout? Concernant Séoul, je suis un peu surpris de leur retour aux affaires aussi probant en début de Stage 2, parce qu'ils avaient l'air, comme tu disais, un peu en deçà en fin de Stage 1, et de les voir là dominer pour le moment le classement du Stage 2, gagner assez largement contre des équipes soit bonnes comme la semaine dernière face aux Valiant, soit dans le milieu de classement comme cette semaine avec Dallas et les Gladiators. C'est une équipe qui est bien revenue en forme quand même, donc c'est assez surprenant. Après, justement, les deux autres équipes coréennes, Londres et New York, c'est des équipes qui globalement dominent, mais qui sont capables de faire des faux pas. Alors, pas tant que ça pour New York, parce qu'ils n'ont que 2 défaites. Mais Londres, quand même, ils étaient à 9-4. Ils étaient au même niveau que les Fusions, que les Outlaws, que
que les Valiant. Donc c'est une équipe quand même qui était plutôt irrégulière, mine de rien. Et là, de les voir taper justement des équipes qui sont des concurrents directs pour des slots en play-off et particulièrement en play-off de stage, ça montre quand même un peu une prise en main de la ligue et voilà, un retour aux affaires au plus haut niveau pour ces 3 équipes. C'est une question qu'on s'était posée à la fin du stage 1, je m'en souviens, je crois que c'était même dans l'overtime. On s'était demandé si les 3 équipes coréennes n'étaient pas un peu vouées. On pourrait croire que c'est mal, mais non, c'est plutôt une bonne chose pour eux. Est-ce qu'elles ne sont pas déjà quasi sûres de faire les playoffs du stage 2 à L3? Je sais pas, pour le moment, il n'y a eu que 2 semaines. Il y a quand même des équipes qui sont bien placées. Les fusions, bon, même s'ils ont une semaine un peu coup-ci, coup-ça, ils restent pas très loin pour l'attraper. Après, oui, il n'y a que 3 slots. Et pour le moment, les 3 équipes coréennes semblent les plus en forme avec la méta du stage 2. Donc, je dirais que c'est le plus probable, ça c'est sûr. Après, à savoir dans quel ordre. Ok, bon bah écoute, on va suivre ça avec attention. En tout cas, voilà les 3 équipes coréennes qui vont continuer de progresser et qui en plus, on en parlera sûrement dans l'émission de demain, mais ont un emploi du temps plutôt abordable la semaine prochaine. Donc ça risque de continuer. On risque de les voir encore au top. Derrière ces 3 équipes coréennes, donc Dynasty, Excelsior et Spitfire, on a 3 équipes qui sont à égalité, si je dis pas de bêtises, à 9-4. Non, il y en a une à 10-4 et 2 à 9-5. Et ce sont les Los Angeles Valiant, les Philadelphia Fusion et les Houston Outlaws. Alors ces 3 équipes-là, elles sont d'un niveau assez équivalent. Comment est-ce que tu les hiérarchiserais? Oui, c'est ça, hiérarchiserais peut-être. Il m'a manqué une syllabe. Comment est-ce que tu les hiérarchiserais? En fait, laquelle des 3 peut remporter le titre de meilleure équipe western à l'heure actuelle? C'est ce qu'on va essayer de se demander tout de suite. Toi, déjà, de prime abord, qu'est-ce que tu dirais? C'est un peu compliqué parce que tu m'aurais posé la question la semaine dernière, j'aurais répondu tout autrement. J'aurais dit que les fusions étaient vraiment en grande forme et qu'ils avaient l'air vraiment de la meilleure équipe western. Cette semaine, c'était pas trop le cas. C'était un peu coup-ci coup-ça. Même s'ils battent les Outlaws 3-2, la défaite 4-0 contre les Spitfire était quand même très sèche. Donc, je pourrais pas dire que c'est la meilleure équipe western. La Outlaws, pareil, ils se prennent un 4-0 contre. Ils perdent 2 matchs quand même cette semaine, un 4-0 contre les Excelsior et un 2-3 avec une remontada contre les Fusions. Donc ces 2 équipes qui étaient vraiment les plus en forme la semaine dernière ont fait des semaines un peu en descente. Et les Valiant qui commençaient mollement le stage 2, se remettent un peu plus en forme. Donc cette semaine, je dirais que les Valiant semblent les plus forts. Mais justement, c'est ça qui rend cette course passionnante pour ce 4e slot. C'est que les 3 équipes se tiennent dans un mouchoir de poche et on a l'impression que n'importe lesquelles des 3 pourrait battre une autre d'un jour à l'autre, quoi. Alors, on peut lister un peu les points forts et les points faibles de ces 3-là. Moi, du côté des Valiant, on va commencer par eux puisqu'ils sont en tête pour l'instant. Il y a un atout énorme et qui est évident, c'est cette front lane. Fate et Envy qui sont 2 énormes tanks et qui tiennent très largement. Il faut aussi ajouter que Soon, j'ai l'impression, a retrouvé un énorme niveau sur Tracer quand il la joue et que ça fait beaucoup de bien à cette équipe. Et d'ailleurs, ce switch qui arrive d'un support à un DPS qui prend fatal de temps en temps, ça laisse des opportunités à Soon de rester sur Tracer et c'est assez sympa à regarder. Et en tout cas, moi j'ai l'impression que cette ligne de tank associée à ce flanker-là, ça fait un gros bonus pour Los Angeles tout de même. Oui, la frontline des Valiant est très intéressante et assez spectaculaire dans le sens où elle arrive à être très agressive tout en étant très intelligemment safe. C'est-à-dire qu'ils vont pas faire comme, on en parlera tout à l'heure, mais comme Fraggy avec les fusions. Il va pas être dans l'over-agressivité, c'est-à-dire qu'ils vont être quand même capables de piler au cas échéant. Piler, traduit pour nos vraiment amis, d'attaquer quand il faut. Comment tu traduirais piler pour nos amis non anglophones? Piler, ça va être protéger les supports quand les supports sont attaqués par les flanqueurs adverses. Principalement, c'est ça. D'accord. Et donc, oui, ils ont une frontline qui est très intelligente. Et puis, Soon, il a un petit peu ce rôle de libéraux, de traceur qui fait un peu, il fait un peu ce qu'il veut. Son but, c'est vraiment de flanquer. C'est vraiment une traceur qui flanque énormément et qui est capable de mettre la pression sur la backline adverse, sur les supports adverses. Et à ce niveau-là, il fait partie des meilleurs du monde. Et c'est sûr que quand on a une frontline qui est capable de vraiment tenir toute l'équipe et derrière une traceur qui peut profiter de l'agression de ses tanks ou alors justement prendre un pic un peu hors tempo, c'est une équipe qui est très difficile à jouer. Ouais.
c'est vrai. Pour les Outlaws qui sont derrière, il y a une de leurs forces, en tout cas, de ce qui a fait leur réussite dans le Stage 1, c'est qu'ils sont capables de contrer assez facilement le dive, qui est la stratégie la plus utilisée avec des tanks très mobiles et des TPS aussi. Et même s'ils commencent à se faire un peu contrer, vu qu'en face, vu que maintenant tu joues beaucoup sur des Lucio, donc ça accélère encore plus le rythme que la première dive du Stage 1, ça reste une de leurs forces quand tu as un joueur comme Jake qui joue Chacal, alors qu'en ce moment il joue plus trop les premiers matchs, c'est un peu étonnant comme stratégie, mais bon. Eux sont très forts dans ce contre, et c'est ce qui fait peut-être leur place aujourd'hui dans cette Overwatch League au 5e rang, c'est que voilà, ils ont une des meilleures armes pour contrer le truc le plus utilisé dans la ligue. Alors oui, ils ont un très très bon anti-tank, anti-dive, pardon, et je dirais pas forcément grâce à Jake, mais plus par rapport au tank, et je dirais particulièrement Mema, que je trouve vraiment très impressionnant. Il a encore fait des plays là, cette semaine avec Reinhardt qui était très intéressant. Il est vraiment capable de jouer Winston à très haut niveau, Reinhardt à très haut niveau. Il joue aussi Orisa avec un niveau assez intéressant. Bon, sur cette phase, on voit pas trop Orisa parce que les maps correspondent pas trop, mais c'est un personnage qui maîtrise aussi. Et il a une manière de jouer un peu tanky, un petit peu safe, qui est un petit peu original, parce qu'on a l'habitude de voir des tanks qui initient des agressions. Lui, il est plutôt en mode défensif, mais justement, il joue très bien. Après, leur faiblesse, justement, c'est qu'ils n'arrivent plus trop à sortir le Junkrat, qui était la force de Jake, hein, qui s'est fait un nom en Stage 1 avec ça. Et malheureusement, la méta leur permet plus trop de le sortir. Et Jake, on le voit régulièrement jouer sur Soldat, il le joue très très bien, il n'y a pas de problème à ce niveau-là, mais on le voit aussi jouer Tracer. Là, c'est un petit peu plus compliqué. C'est plus, disons que quand on voit des tracers de niveau top mondial comme on en voit en Overwatch League, oui, ça paraît compliqué. Ça reste quand même un très bon joueur de tracer aussi, relativement par rapport au commun des mortels. Donc ouais, les Outlaws, c'est plutôt ça. Et alors, les fusions, moi, les fusions, pour le coup, je les trouve plus dures à cerner, puisque comme on l'évoque souvent dans ce podcast, c'est une équipe qui est très inconstante, qui est capable d'aller chercher les très gros, de prendre des claques face à des très grosses équipes, de perdre face à des équipes faibles, enfin voilà, tout est possible avec eux. Il y a tout de même un duo de DPS qui est énorme, que moi personnellement est mon préféré dans cette Overwatch League, avec Shadowburn et Carpe. On a eu un remplaçant de Shadowburn dans la personne d'IQO qui était étincelant aussi, mais qui a disparu depuis, parce que Shadowburn est revenu. Alors c'était peut-être juste un remplacement pour un pépin physique ou quoi, mais bon, voilà, le fait est que Shadowburn est revenu et ça marche. Carpe est un peu en dessous par rapport à ce qu'on voyait en première étape. Maintenant, ils se sont calmés. Est-ce que Fraggy, qui était un tank hyper agressif, mais qui avait tendance à beaucoup mourir, le fait d'avoir été un peu restreint, sûrement parce qu'on lui a dit que ça marchait pas, est-ce qu'il n'est pas un peu moins efficace maintenant ? Je dirais que c'est un peu l'inverse. Je dirais que le match qui a perdu Fusion face au Spitfire cette semaine, un des principaux problèmes, c'est que Fraggy, justement, il est retombé un peu dans ses travers d'être trop agressif, de partir un peu tout seul. Et très vite, et ce qui posait problème, c'est que Poco derrière, il était un peu tiraillé entre est-ce que je suis mon autre tank pour vraiment formaliser l'agression à 100%, ou alors est-ce que je reste près de mes supports pour les protéger parce que le découvert est trop gros. Attention. Le problème, c'est que je suis un petit peu embarrassé parce que j'ai mon Google Home qui vient de... Ah bah voilà. Bravo. Merci pour ce passage sponsorisé. Alors, je vais essayer d'éteindre ça. C'est fantastique. Voilà. Oui, donc je disais, oui, le problème, il faut dire que Fraggy, il a un petit peu tendance à retomber dans ses torts, même si la semaine dernière, et le match qu'il a fait contre Houston prouvait qu'il était aussi capable d'être un peu plus dans la retenue et d'avoir un jeu un peu plus safe et un peu plus stratégique. Après, je dirais que cette équipe aussi meurt et vit par le duo de forme de son duo de DPS, et particulièrement Carpe. Carpe contre les Spitfire, elle n'était pas du tout dans son match, et puis l'équipe n'a pas pu faire illusion. Mais je dirais quand même par rapport au Valiant et aux Outlaws que c'est l'équipe qui a peut-être le plus de potentiel, qui est capable de jouer le mieux possible, parce que à tous les postes il y a un talent monstre. On n'en parle pas trop, mais les healers des fusions sont très forts. Poco qui est plutôt discret à cause de ses Poco bombes qui sont plus rares, fait de très très bonnes stats, et il fait partie des meilleurs divas sur le plan statistique. Et puis le duo de DPS, on en a parlé. Donc je dirais que les fusions, c'est l'équipe qui est capable de faire les plus bas, mais aussi qui est capable de jouer le mieux des trois.
Voilà, donc on vous laisse vous faire votre avis pour savoir laquelle de ces trois-là vous estimez être la meilleure équipe western. Nous, on va aborder un dernier sujet dans ce grand récapitulatif de la semaine 7. C'est les Dallas Fuel. Les Dallas Fuel qu'on avait vu triompher largement pendant la première semaine. On s'est dit, waouh, la porte d'AKM, c'est vraiment incroyable. Cette équipe va dominer à nouveau. Et puis, finalement, cette semaine, ils prennent deux défaites assez sévères. Une première face au Dynasty 3, une autre face au Valiant 3 aussi. Et j'ai l'impression que leur stratégie de pocket AKM en envoyant une Ange avec lui pour booster ses dégâts, pour booster sa visière et tout, a très vite été lue par les équipes adverses dès la première semaine. Et on l'a vu. Moi, j'ai été notamment marqué dans le deuxième match face au Valiant, et même dans le premier, face à Séoul sur Hanamura. Ils attaquent toujours par le même endroit, ils essayent toujours la même stratégie. Et si ça passe pas, on réessaye. Et puis on réessaye jusqu'à ce que ça marche. Et puis une fois que le chrono est écoulé, c'est fini. Donc un peu trop prévisible, et c'est peut-être ce qui leur a manqué dans cette semaine pour faire mieux que 2 fois une défaite 3-1. Oui, il faut quand même un peu pondérer cette semaine qui était compliquée pour eux parce que ils jouaient pas contre n'importe qui, ils jouaient contre les Dynasty et les Valiant, donc c'est contre des fortes équipes. Cependant, quand on a les prétentions des Dallas, il faut faire des résultats meilleurs. Il faut au moins accrocher des 3-2 contre un des deux matchs. Le problème de cette équipe, c'est qu'ils jouent pas la dive en fait. C'est que AKM est vraiment là au centre de la stratégie. AKM, il joue soldat qui est pas un perso dive. Et en plus, on décide de le babysitter avec généralement une Ange ou une Ana qui est toujours prêt pour le booster. Et le truc, c'est que ça les rend très passifs face aux agressions adverses. Et s'ils n'arrivent pas à tuer dans l'œuf les dives des autres équipes, ils sont un peu dans la mouise derrière parce que AKM face à un duo de tank ou des flanqueurs qui viennent l'agresser, c'est assez difficile pour lui de les contrer. Donc là, c'est parce qu'on a vu tout simplement les deux équipes, ils ont focus AKM et ça a fonctionné. Donc voilà, cette équipe-là, en fait, déjà avant qu'AKM arrive, c'était une équipe qui divait pas beaucoup, mais là, le problème, c'est qu'ils divent encore moins. Ils ont une identité de jeu qui est très forte. Cependant, ça marche pas toujours face aux équipes qui ont beaucoup de talent, qui sont stratégiquement supérieures, qui arrivent à s'adapter. Ils peuvent pas tenir le rythme. Il y a un autre truc qui laisse AKM un peu tout seul, c'est que XQC, c'est pas tant sa faute, mais il est très bien focus aussi par les équipes adverses, et il se fait très souvent tuer dès le début du teamfight, et derrière il peut plus protéger ses mates. Donc là aussi c'est un truc sur lequel les Fuel doivent travailler. C'est XQC, il doit mieux se protéger des adversaires. Certes, tu me diras quand t'es tank c'est un peu antinomique, mais voilà, il doit réussir à mieux survivre parce que on a besoin qu'il soit en vie pour protéger AKM derrière. Il y a un play particulièrement on a vu l'équipe en parler sur la scène. À un moment donné, XQC, je crois que c'était sur Hollywood, décide d'aller sur le payload parce que l'équipe adverse, je crois que c'était les Valiant, avait décidé d'agresser l'équipe adverse loin du payload, et du coup XQC décide avec son singe d'aller sur le payload et de le faire avancer. Ce qui peut paraître une bonne idée, sauf que derrière, le tank ne tank plus pour ses copains qui meurent tous les uns après les autres. Et lui, s'il a fait avancer le payload de 5 mètres, derrière, il se retrouve à 1 contre 6. Oui, c'était sur la fin de... C'était pas Route 66 plutôt ? Je confonds toujours ces deux maps avec le virage à gauche et ensuite la petite ligne. Mais ouais, c'était une de ces deux-là. Je me souviens très bien, tout le monde se fait tuer derrière lui. Et lui, oui, c'est sûr, a fait gagner 5 mètres. Mais pour perdre, et finalement, derrière, c'était facile pour les autres d'aller plus loin. On n'a pas trop vu Rascal, il est rentré que sur une seule map alors qu'il avait fait un bon taf en semaine 1. Est-ce que c'est un choix ? Est-ce que AKM a dit qu'il voulait tout jouer ? C'est bon, moi je trouve ça étonnant. On pourrait peut-être lui laisser un peu plus de marge, surtout que tu sais qu'il vient d'une équipe forte, que c'est un joueur très fort aussi. J'étais un peu surpris moi de cette stratégie, pas toi ? Oui et non, dans le sens où c'est un joueur très fort et il a un hero pool qui est un peu différent de Effect et AKM qui ont été les deux principaux DPS de la semaine. Cependant, ils ont une identité forte qui repose sur une non-dive, entre guillemets, et ils ont essayé d'être à fond dans cette identité-là. Lui, justement, c'est plus un personnage qui conviendrait à une dive avec son Genji à l'heure actuelle. Donc ils sont allés au bout de leurs idées, je dirais, cette semaine, à voir s'ils décident d'aller un petit peu plus loin ou s'ils restent sur cette stratégie-là et en étant persuadés que ça peut passer. Mais là, malheureusement, le plan de jeu convient pas trop à Rascal, je dirais. Ok, et voilà pour nos 3 sujets de la semaine. On va passer au conseil de classe.
Capture the objective. Alors le conseil de classe, vous l'avez déjà entendu la semaine dernière, vous savez comment ça marche. On passe des équipes en revue une par une, chacun notre tour, on met une petite note, et puis bah voilà, tout simplement, et on se met un peu de musique derrière. Alors attends, hop, je lance ça. Tac, la bonne musique de Lucio qui va bien. Allez, Loïc, c'est toi qui commence ou c'est moi? Non, c'est moi qui commence cette semaine. Quel extrême honneur. La première équipe, ce sont les Boston Uprising qui sont à 7 victoires et 7 défaites. Ils ont eu une première défaite face au Excelsior 4-0, puis ils ont gagné face au Miami 4-0 aussi. Moi, je trouve que Striker, le DPS, est toujours sur courant alternatif. On a du mal à retrouver celui qui nous impressionnait en première semaine. Dream Casper, il continue d'honorer son titre et de se faire Dream Casperiser à chaque match. C'est-à-dire qu'il meurt en lançant son ulti. On retrouve un peu cette équipe de Boston qui avait été en mi-figue mi-raisin début de stage 1. On sait comment ça a fini pour eux, donc on s'inquiète pas trop. Maintenant, de ce qu'on voit jusqu'à maintenant, moi je mets un C- parce que je suis quand même un peu déçu. Oui, tout à fait logique. On va enchaîner maintenant avec les Dallas Fuel, on vient d'en parler, ils sont à 5-9 au niveau du bilan, et donc la semaine s'est ponctuée par 2 défaites, la première contre les Seoul Dynasty, une map remportée face à 3 perdus, et le même score contre les Valiant. On vient d'en parler, donc on va aller assez vite, on peut juste parler de la hiérarchie entre les postes de tank et DPS qui semble établie, en tout cas XQC semble être titulaire maintenant aux dépens de Coco et Taimu, et Effect et AKM semblent les DPS titulaires. On peut aussi rapidement parler des faits divers qui ont encore entaché les news de cette équipe-là, avec XQC qui a encore une fois insulté je cite, retardé d'abruti Fate, le tank, néanmoins très bon tank des Valiant. Et aussi Taimu qui a été, ça c'est un scoop d'ESPN, qui a insulté avec des insultes homophobes un joueur dans un stream. On ne sait pas encore s'il va y avoir des sanctions contre le joueur, des suspensions, mais en tout cas voilà, c'est encore des mauvais signes pour cette équipe, et donc on va leur mettre la note assez dure de D-. C'est mérité. L'équipe suivante, ce sont les Florida Mayhems, une victoire et 13 défaites. Une défaite là, 1-3 face au Spitfire, une défaite 0-4 face au Uprising. C'est très compliqué pour eux. Logic, c'est encore trop seul dans cette équipe à pouvoir faire quelque chose. Les tanks meurent très très souvent, c'est hyper difficile. Ils ont pris un point face à Volskaya, ok. Maintenant, vivement que les renforts arrivent parce qu'il y a beaucoup de mal pour cette équipe. Je voulais leur mettre E au début. Pour le point qu'ils ont pris face à Londres, je leur mets E+. C'est très dur, mais pour moi, c'est mérité. C'est limite gentil. Vivement que les renforts jouent. On va enchaîner donc avec les Houston Outlaws qui sont à 9 victoires pour 5 défaites. Cette semaine, c'était 2 défaites. La première contre les Philadelphia Fusion 2-3, alors qu'ils menaient 2-0. Une belle remontada pour les Fusion. Et la deuxième défaite était beaucoup plus dure. C'était 4 maps perdues face au New York Excelsior. C'était donc 2 équipes qui étaient quand même en forme. Donc bon voilà, ça a des défaites à pondérer. On en a parlé tout à l'heure. Jake a quand même du mal à être aussi influent avec la méta de cette phase 2. Par contre, les tanks font quand même le boulot, donc il y a quand même des motifs d'espoir. On peut imaginer qu'avec un calendrier plus facile, ils seraient sortis avec beaucoup plus d'honneur. C'est pour ça qu'on leur met la note de C- uniquement. Les London Spitfire, l'équipe suivante a 10 victoires et 4 défaites. Une première victoire 3-1 face au Miami, une victoire aussi 4-0 face au Philadelphia Fusion. Ils sont de retour au plus haut niveau. Là. Cette victoire face aux Fusion, elle est vraiment impressionnante. Il y a un turnover très efficace sur les 10 joueurs qui sont maintenant, puisqu'il y en a 2 qui sont partis. Ils ont tous joué et il n'y a que Profit et Gesture qui ont joué dans les deux rencontres. Bon, ça reste toujours très dive. Hein. On pourrait remplacer l'ultime de Faucher par un dive et tu aurais le plan de jeu de cette équipe. Il y a toujours une diva, dans chaque match tu as toujours un type qui joue que diva tout le temps. Voilà, il y a eu cette petite erreur d'inattention face au Mayhem qui fait que je passe la note de A à A-, mais ça reste une très bonne performance. Oui, c'est solide quand même, c'est très fort. Les Gladiators maintenant qui sont à 6 victoires pour 8 défaites. Cette semaine, pas de résultats surprenants puisqu'ils ont gagné 4-0 face aux Shanghai Dragons et ils ont perdu 1-3 face au Seoul Dynasty. Fisher quand même qui s'intègre très très bien dans l'équipe, qui montre quand même un très bon niveau de jeu. Bigouz aussi qui est de retour avec son Lucio et qui se trouve très très fort. Cependant le problème pour cette équipe c'est les DPS. On a du mal à avoir 3 DPS qui sont dans le match tous en même temps. Et Hydration a vraiment beaucoup de mal en saison 2, c'est pour ça que la note ne sera que de B-. Ça reste pas mal pour eux quand même. Les Los Angeles Valiant à 10 victoires et 4 défaites. Leur semaine est plutôt positive, même très positive. C'est une première victoire 3-1 face au Choc, une deuxième victoire 3-1 face au Fuel. Moi j'ai trouvé sympa l'affrontement entre Soon et AKM sur le terrain qui s'est beaucoup vu, beaucoup de fois. Alors c'est peut-être le plan de jeu, je pense pas que volontairement il allait le chercher parce que c'était son pote, mais c'était sympa de voir que de temps en temps Soon arrivait à le prendre, AKM arrivait
arrivé à lui répondre avec une Rocket Alix. C'est plutôt Soon qui a gagné ce match-là, mais bon, je le trouvais sympa à regarder. Il continue de gagner, il continue d'avoir 2 super tanks. Maintenant, quand on sait que c'est une équipe qui vise le plus haut et que les places sont très chères, surtout à une map près gagnée, de faire 3-1 à chaque fois et pas des 4-0, c'est peut-être un petit peu dommage. Je leur mets quand même un B+. Oui, c'est quand même très fort aussi. Les Excelsior maintenant, les patrons qui sont à 12 victoires pour 2 défaites. On disait patron, ouais, encore 2 victoires larges, 4-0 face au Boston Uprising et 4-0 face au Houston Outlaws. Ark était de retour au poste de main healer alors qu'il était encore blessé et il a encore été très très bon. SBB était monstrueux, notamment face à Outlaws, il a été vraiment incroyable, cette dash était magnifique. Et à noter que quand même que Pine est sur le banc en ce moment. On a décidé de refaire jouer libéraux en majorité pour accompagner SBB. Tout simplement pour profiter de son Genji, pour avoir une équipe le plus divey possible. L'exécution était parfaite, les jeux étaient magnifiques. On peut leur mettre que la note de A+. Et ouais, on n'a plus Big Boss Pine, on a Mini Boss Libéraux, puisque c'est comme ça apparemment qu'ils l'appellent entre eux. L'équipe suivante, ce sont les Philadelphia Fusion à 9 victoires et 5 défaites. Une semaine assez étonnante avec cette belle victoire face aux Houston Outlaws. Puis la défaite sèche à 4-0. Pardon, la victoire c'était 3-2 face à Outlaws. Et la défaite sèche 4-0 face à Spitfire. Alors on n'a plus de nouvelles d'IQO ou de Echo. C'est dommage encore une fois parce qu'on a dit que ça avait été un bon joueur pendant cette première semaine. Maintenant, Carpe, je trouve que le DPS coréen a pas beaucoup de mal, mais n'est plus aussi étincelant qu'il l'était pendant le Stage 1. Et maintenant, en tout cas, ce qui est sympa de voir, c'est que notre Gaël national sur Poco est titulaire, qu'on n'a plus l'air de se poser la question. Et donc, bon, c'est plutôt sympa à voir. C'est une bonne semaine dans l'ensemble, ça mérite la moyenne, c'est un C+ pour eux. Oui, c'est pas mal. Poco, je l'adore. Les Chocs maintenant qui sont à 4 victoires et 10 défaites, ils ont perdu leur premier match contre les LA Valiant 1-3 et puis ensuite ils ont gagné les Shanghai Dragons de 4-0. Bon, petit 4-0 quand même, hein. Ils ont gagné les 4 maps mais c'est pas non plus dans des grandes largeurs. Ils ont aussi été victimes pour le premier match des retours en forme des Valiant qui étaient beaucoup plus en jambes que pour la première semaine de l'étape 2. Dante se montre beaucoup plus et heureusement parce que Baby B n'est pas non plus à un niveau exceptionnel, mais Dante sur sa tresseur montre un niveau plus que correct. C'est une bonne semaine quand même pour les Chocs qui sont pas tombés face aux Dragons alors qu'on les annonçait presque perdants, en tout cas dans le desk de l'Overwatch League français. On les voyait perdants, donc c'est pour ça qu'on leur met la note de C+. Ah, tu leur mets la même note que les fusions. Moi, je te trouve un peu sympa. J'aurais mis un peu moins. C'est à pondérer par rapport aux attentes des équipes. Oui, hein. c'est vrai. L'équipe suivante, les Seoul Dynasty à 11 victoires et 3 défaites seulement. Une semaine positive. Une victoire 3-1 face au Fuel, une victoire 3-1 face aux Gladiators. On retrouve les Dynasty qu'on attendait à ce niveau-là. On retrouve aussi, surtout, Toby sur Lucio et ça leur fait un bien fou. Et surtout, c'est un joueur dont on parle peu, mais qui se met très bien en avant, c'est Zumba qui fait un énorme boulot avec sa diva à chaque match. Je ne leur ai mis que un B, mais parce qu'on attend encore mieux d'eux, je pense. Ils sont repassés devant les Spitfire, on les a pas vus venir. Et on va terminer donc par les derniers, les Shanghai Dragons, qui n'ont toujours pas de victoire pour 14 défaites. Et c'était encore 2 lourdes défaites cette semaine contre des équipes qui étaient pourtant à leur portée. Le premier c'était 4-0 contre les Gladiators, le deuxième 4-0 contre les Chocs. Toujours pas les recrues coréennes qui jouent, hein. La seule recrue qui joue pour le moment c'est la recrue chinoise. On l'a dit tout à l'heure, hein, le match contre les Chocs semblait sur le papier prenable, mais ils ont vraiment pas fait illusion sur les 2 premières maps, puis derrière après c'était difficile de reprendre le rythme. Il leur faut vraiment un Genji, hein, c'est aussi simple que ça. Pour le moment ils n'ont pas de joueur de Genji, ils peuvent pas diver correctement, et puis derrière ils n'ont pas le talent pour assumer ce manque de ce personnage. Bah, ça va être dur, hein, mais on peut leur mettre que la note de F. Bah ouais, malheureusement c'est mérité, je suis d'accord avec toi. J'ai pas vu cependant le joueur, la recrue chinoise, t'es sûr qu'il est rentré? Si, Five King, ils ont joué, il a joué je crois. Hein. Mais Five King il était déjà là, non? Bon, on va revérifier ça, mais c'est peut-être pas Five King, mais il me semblait qu'il avait joué en tout cas. On va revérifier ça. Voilà donc pour notre conseil de classe, et comme on arrive déjà à la fin, ça veut dire qu'on va passer en overtime. Et oui, vous le connaissez, c'est toujours l'overtime qui est là à la fin de chaque podcast, en tout cas maintenant de chaque podcast du lundi. Est-ce que tes questions sont devant toi, Logo? Mais oui, tout à fait. Et c'est toi? Très bien, elles sont devant moi. Je vais lancer la musique et on est parti avec cet overtime. Qu'est-ce qui a le plus de chances d'arriver selon toi? Que les Dragons gagnent un match ou que Dream Casper case un ulti sans mourir? Dream Casper case un ulti sans mourir face aux Dragons, je pense que c'est le plus probable. Ce serait fantastique.
Bon alors, logo, maintenant... C'est toi, logo. Bravo. Je le fais à chaque fois. Alti, il y a Brigitte qui vient d'arriver sur le PTR. Est-ce qu'elle sera méta avant son père? Oui, 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 j'en suis sûr même. À mon avis, il y a une hype autour de ce personnage qui fait qu'on va sûrement l'avoir dès le stage 3. J'espère, en tout cas, ce serait hyper sympa. La demande en mariage à l'Overwatch Arena, est-ce que c'était mignon ou est-ce que c'était ridicule? Je dirais un peu ridicule, mais en même temps, qui sommes-nous pour juger? Qui sommes-nous pour juger que de simples mortels, c'est vrai. Et l'amour, c'est beau. Est-ce que tu as eu des nouvelles d'IDDQ, toi? Non, je ne sais pas du tout où il est. Et en fait, j'ai repensé à ça parce que je regardais le chat du stream anglais, enfin américain, et tout le monde passe son temps à réclamer la libération d'IDDQD. Je pense qu'on devrait lancer aussi ce mouvement. C'est vrai que c'est pas normal qu'on ne voit plus ce joueur chez les Chocs alors qu'il aurait sûrement sa place. En attendant Super, il pourrait jouer, oui. Ouais, les entrées en jeu des Mayhem se sont un peu dégradées. Est-ce qu'à ton avis, ça influence leur niveau sur le jeu? Oui et non, dans le sens où peut-être qu'ils passent plus de temps à préparer les matchs plutôt que les entrées, mais en même temps, déjà avant, c'était pas terrible. Bah voilà, au moins on avait quelque chose avec eux. Oui, il y avait au moins un truc où ils étaient bons. Est-ce que ce serait pas cool d'avoir des musiques d'entrée dans l'arène pour chaque équipe? Ah si, ce serait trop bien avec tu sais, un peu comme les catcheurs genre qui rentrent sur leur musique et ils auraient genre une choré et tout. Enfin en tout cas, j'en parle justement, les Mayhems ils adoreraient ça. Il y a des équipes qui sont un peu Welcome to the jungle pour les Mayhems, je vois bien ouais, ça. mais ce serait trop bien, franchement, il faudrait trop qu'il y ait des trucs comme ça parce que l'entrée est un peu fade du coup, je trouve maintenant, il faut améliorer ça. Et enfin, j'ai découvert, figure-toi, le sens du hashtag tout bizarre des fusions, je rappelle, c'est Pedomginate. À ton avis d'ailleurs, qu'est-ce que ça peut signifier? Bah, je me posais la question justement et je suis bien content que tu donnes la réponse, j'en ai aucune idée. Bah, donne-moi une idée et je te donnerai la vraie réponse. Philly Dominate. Mais t'es presque pas loin puisqu'en fait c'était un des premiers tweets que Fusion a envoyé et c'était un retweet d'un play de Carpe sur Fusion ou pas sur Fusion, sur Tracer je crois, et ils se sont gourés, ils ont mis regardez notre joueur dominé, mais ils ont fait une faute ils ont mal écrit dominé, ils ont écrit Dominate comme ça, et derrière je crois que c'est les Mayhem qui se sont foutus de leur gueule et qui ont dit bah vous êtes pas capable d'utiliser ça comme hashtag, et ben ils l'ont fait ces cons là. Ah, c'est génial, génial. Voilà, donc c'est comme ça que se termine cet Overtime. Vous vous coucherez moins bête, vous pourrez dire que vous parlez le Overwatch League réseaux sociaux. Merci Logo pour cette émission débrief du lundi. Vous allez pouvoir retrouver tout ça sur SoundCloud, sur Twitter et grosse nouvelle, on est maintenant aussi sur YouTube. Et oui, le réseau social des amis de Overwatch League, voilà, vous allez pouvoir nous voir en suggestion après avoir regardé les vidéos de Zaroid ou après avoir regardé les replays de l'Overwatch League. Voilà, vous saurez qu'on est là aussi. Tous les épisodes précédents ont aussi été uploadés sur YouTube, donc n'hésitez pas à aller, vous abonner à la chaîne Nerf This Podcast, à mettre des pouces bleus en l'air, comme on dit chez les jeunes, et puis bah, partager tout ça. Enfin voilà, vous savez comment ça marche. Donc SoundCloud, YouTube, Twitter. Le Twitter c'est @NerfThisCast. Et vous pouvez retrouver Logo @stuck_logo et moi-même @RaoulVDG. Et on est sur iTunes. J'ai omis iTunes. Quel enfer. Oui. Oui, je sais que ça te tient particulièrement à cœur. Apple Podcast maintenant. Apple Podcast. Oh là là, tout ça est très compliqué. Merci Logo pour ce moment. Et puis on va se retrouver demain pour faire la preview de la semaine 8. Tu es d'accord? Ouais, à demain. Allez, génial. Merci à tous. Ciao, à demain. Salut. Heroes never die.